Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Yosra Mojdadei, bienvenue. Vous êtes artiste plasticienne. Vous exposez jusqu'au 22 février au Théâtre des Amandiers à Nanterre près de Paris dans le cadre de l'exposition Morphogénèse avec le Frénois, Studio National des Arts Contemporains. On peut aussi voir vos œuvres à la Galerie Maubert dans la capitale française. Ella Fatoumi, bienvenue. Vous êtes chorégraphe, danseuse. Vous dirigez avec Éric Lamoureux le Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort dans l'Est de la France. Et vous avez carte blanche avec votre binôme au musée du Quai Branly à Paris à travers le thème La poétique des ailleurs. On peut voir vos spectacles Toumoun et Akzak. Pour le cinéma, Namir Abdelmessé, bienvenue. Vous êtes réalisateur, votre nouveau film La vie après Siam est en ce moment en salle en France. On commence avec vous. C'était au moment de la disparition de Siam, donc votre mère. Vous ne comprenez pas qu'elle est partie pour toujours. Pour vous, une mère et pour nous tous est éternelle. Vous enquêtez alors sur votre histoire familiale entre l'Égypte et la France. On regarde la bande-annonce. Il n'y a pas un ingénieur du son. Pour l'instant, c'est pas payé, mais je suis sûr qu'on trouvera un producteur, un scénario. Pourquoi faire? C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. J'avais fait une promesse à ma mère, celle de refaire un film ensemble. Son rêve, c'était de jouer dans une de ces histoires d'amour qu'on voit dans les vieux films égyptiens. Attention, silence, moteur, action. رحت ان هو طلع دين النهارده طلع ويقول لي قاعد يكلمني النهارده جبتك ابن شهرين تعبتك ومشيت على طول احيانا كتير بحس انها موجوده في البيت واحس انها بتتحرك حتى في البيت بس ما ضعفت الذاكرة خالص كم سنة ما عندكش علاج ليها؟ الحاجة الوحيد اللي عندي هو الكاميرا. ده تصوير بقى هو فين تعملوا ده هو ده كله ده تهريج. C'est maman Namir. Tu peux parler quand tu rentres. Voilà, la voix de Siam, votre mère, que l'on entend, Namir Abdelmessé, dans votre précédent film, La Vierge, les Coptes. Et moi, vous lui aviez fait une promesse de film, un vrai film à l'égyptienne? Un vrai film, quoi. Tu sais, pour les mamans, pour cette génération-là, les films, c'est un truc avec des acteurs, des stars, de la romance et tout ça. Donc, Omar Sharif, voilà. Notamment. Tu vois, elle avait des projets pour moi dans ce genre-là, quoi. Tu vois, elle voulait que je fasse des films de ce genre-là, ouais. Ouais. Sacré caractère, quand même, hein? Oui. Ouais. Ouais. Alors, votre film pose une question, explore cette question, comment vit-on après un deuil? Et votre œuvre, elle montre quoi? Eh bien, qu'il y a des chemins différents pour y parvenir plus ou moins bien. Ouais. C'est le cas, par exemple, de votre père qui, lui, fait plutôt partie de ceux qui ont du mal. Oui, c'est-à-dire que tu sais, la mort, en fait, à un moment, c'est un traumatisme et en fait, chacun doit apprendre à le gérer de différentes façons. Moi, ce que j'ai compris à travers ce film, c'est qu'on a des récits de vie, on se raconte quelque chose. Comme tu disais, moi, je me suis raconté. L'enfant en moi pensait que les mamans étaient mortelles et elles meurent. Et tout à coup, c'est comment redonner du sens et comment réinventer du sens. Mes enfants, eux, ils n'ont pas compris la mort puisqu'ils continuent à parler avec elle à travers les images. Ils croyaient qu'elle les entendait à travers l'écran quand ils regardaient des images d'elle. Et mon père, lui, c'est vrai comme il était plus âgé, il n'a pas du tout... dans son scénario, c'est lui qui devait mourir avant elle. Et en fait, il est resté accroché à ça. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas changer de ce scénario-là. Et du coup, la vie n'avait plus de sens pour lui à partir de là. Ouais. Bah, puisque vous les aviez évoqués, il l'appelle Teta, c'est ça, ouais. La grand-mère. Ouais. Regardez. Vous voulez voir Teta un petit peu? Ouais. On entend parler. On entend parler, Teta. Tu veux que je commande le mail ou je te propose quelque chose? Que je suis d'accord avec lui. Coucou, Teta. Teta. Pourquoi elle ne dit pas coucou? Parce qu'elle vous voit pas. C'est un film. Elle nous entend pas. C'est un film, ça a été enregistré il y a longtemps, ça. Parce que Teta, elle est morte. Voilà, des moments très, très émouvants, très touchants. La caméra pour garder la mémoire, pour transmettre aussi, on le voit à travers cet extrait.
pour transmettre et pour comprendre. En fait, moi, c'est peut-être un peu particulier, mais moi, je fais plutôt partie des gens qui osent pas, en fait, trop poser de questions dans la famille, à mon père. Et en fait, bizarrement, c'est le fait d'avoir une caméra, le prétexte de faire un film qui m'a encouragé ou donné tu vois, l'autorisation d'aller questionner mon père sur l'histoire familiale, la relation avec ma mère, l'amour et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est pour enregistrer, mémoriser, transmettre et comprendre. Et vous partez à la découverte de l'histoire, hein, donc de vos parents égyptiens venus en France dans les années 1970. Alors arrête de filmer, c'est ce que disent les membres de votre famille, et pas que dans la vôtre. Heureusement que vous ne les avez pas écoutés. Ça a été aussi cette expérience, ce projet artistique pour vous, un moyen de communiquer aussi avec eux. Il y a parfois des tabous dans de nombreuses familles. Est-ce que ça a été de ce point de vue-là efficace, j'ai envie de dire salvateur même? Pour moi, la caméra, c'est un outil, comme je l'utilise, c'est un outil de lien. C'est vraiment un outil pour créer du lien. On a joué ensemble. Je leur ai demandé parfois de jouer devant la caméra et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour et d'un moyen de partager des choses ensemble, quoi. Et il y a une place très particulière, je parlais du grand acteur Omar Sharif, grand cinéaste aussi qui revient à travers vos œuvres, et ce n'est pas nouveau, Youssef Chahine, d'ailleurs dans votre imaginaire, mais aussi celui de la culture familiale, de la vôtre, de la famille Messé. Pourquoi lui? Pourquoi ce grand cinéaste? Au-delà du fait qu'effectivement vous partagez l'Égypte avec lui. On partage avec Youssef Chahine, on partage l'Égypte et la France, parce que c'est quand même un cinéaste, c'est un des premiers cinéastes du monde arabe qui a fait des connexions entre l'Orient, l'Occident, qui a fait des coproductions franco-égyptiennes, qui a même une portée au-delà de l'Égypte, même dans tous les pays arabes, et puis qui est porteur à la fois d'une histoire. C'est-à-dire que chaque pays, tu sais, a son cinéaste national. Hein, quand tu penses, effectivement, si tu cites un cinéaste égyptien, c'est Youssef Chahine. Et en plus, ce que j'aime vraiment avec lui, c'est qu'à la fois, il a fait un cinéma qui parlait de l'histoire, qui parlait de l'Égypte, il a raconté le nasserisme, il a raconté plein de choses. Il a parlé de lui aussi. Il a fait des films presque autobiographiques où il s'est mis en scène, il a parlé de ses relations. Et ce truc qui n'est pas commun dans les pays arabes, de mélanger le jeu, de parler à la première personne et l'intégrer dans l'histoire, je pense qu'il était un des premiers à le faire. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touché, quoi. Ouais. Et la Fatoumi, que représente pour vous Youssef Chahine, on n'est pas dans la danse, on est dans le cinéma, mais il y a des passerelles dans les arts. Absolument. Youssef Chahine, moi j'avais vu Le Destin, c'était une des premières fois que je voyais un film de lui. Et ça m'avait marqué parce que tout à coup, il y avait ce lien, justement, ce que vous disiez, entre le pays, le là-bas et le ici. Et d'avoir... J'étais très fière qu'un artiste du monde arabe et cette reconnaissance au niveau international en Occident. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très inspirant et qui me fait dire que oui, il y a des forces dans ces pays-là, parce qu'on a l'image un peu sucrée du cinéma égyptien, etc., qui a bercé un peu tout le monde arabe, Machrek, Maghreb, etc. Mais d'avoir cette force qui est reconnue en tant qu'écriture, en tant que pensée, dans la partie occidentale qui est dominante, quand même, ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Il a dénoncé l'obscurantisme, Youssef Chahine. Vous qui êtes né en Iran, est-ce que c'est un cinéaste qui vous parle? Un peu, mais c'est vrai que... Bon, Jafar Panahi, dernière Palme d'Or à Cannes, vous avez aussi vos propres cinéastes qui ont eux aussi marqué le 7e art de leur empreinte. Bien sûr, le cinéma, c'est important pour nous et c'est vrai que le cinéma iranien parle beaucoup de subtilité par la censure. En fait, du coup, il y a une autre manière d'exprimer ce nez et donc à travers la poésie, à travers de ne pas dire, du coup, on passe le message, on passe les pensées. Donc, c'est vrai que dans mon enfance, ça a vraiment marqué. Beaucoup compté, Dans votre enfance, puisque vous en parlez, vous êtes diplômé du Frénois en France, le Studio national des arts contemporains. Comment est née votre passion pour l'art, notamment la sculpture? Alors, j'étais en Iran et très jeune, je me suis intéressée par la peinture. Donc, j'étais peintre. Et pendant 10 ans, je faisais la peinture. Et quand j'arrive en France en 2014, j'étais toujours peintre. Et sauf que ici, mon travail n'allait pas de la même manière avancer, ça avançait pas de la même manière puisque j'étais pas la même personne et
le monde, la culture dans lequel j'étais en train de vivre. C'était pas le même environnement. Non, pas du tout. Alors en Iran, mon travail, ma peinture était très noire. Je dessinais le corps petit à petit. Avant de les exposer, je supprimais le corps. Alors qu'ici, le noir, ça a commencé à s'imposer et ne pas être aimé trop dans Vous aviez une liberté ici que vous n'aviez pas là-bas en matière artistique. Alors vous explorez l'humain sous tous ses aspects, physiques, culturels, les relations avec la nature. Et il y a cette question, où se trouve la frontière entre la matière vivante et le non-vivant? On va regarder un extrait de Exode et on en reparle après. Exode de Yosra Mojtadei, que raconte cette œuvre? Alors, en fait, Exode, pour moi, c'est une sorte de trois corps qui relient la femme à la terre. C'est comme si on assistait à une sorte de paysage post-apocalyptique. C'est comme si tout était charbonisé, devenu noir. Mais par contre, grâce à cette source, l'eau qui commence à couler par les cheveux, par la matière, par le bois, en fait, il y a une régénération qui va s'installer. Et du coup, on insiste à cette renaissance. Et vous êtes en résidence à la Fondation Fiminco. Le corps, la sexualité restent assez tabous. Vous osez dans vos œuvres. Pourquoi ce choix de transgression? Puisqu'en fait, je pense qu'à la base, comme le corps était un sujet tabou dans ma vie quand j'étais en Iran, et ici, du coup, c'est devenu un sujet qui était très important aussi à exprimer. La femme, ses limites, c'est les droits qu'on limite. Aujourd'hui, du coup, la seule chose que j'ai envie, c'est d'enlever ces frontières et de dire, en fait, finalement, nous ne sommes qu'un. Avec toutes les matières, il n'y a pas de frontières et unifions toutes ces matières et les gens. Alors justement, vous parlez de matière, il y a un mélange de nature, d'humain, de minéral et organique. C'est quoi? C'est une nouvelle forme? C'est quoi votre démarche? Comment vous créez? Du coup, le moment où j'ai supprimé le corps, parce que j'ai compris l'autocensure sur mon travail quand j'étais en Iran, j'ai supprimé le corps et il y a une autre manière de créer le corps est apparu dans mon travail par le dessin. Donc l'humain, je suis retournée à la nature, donc j'ai dessiné les plantes, les minéraux, et le corps féminin et masculin commençait à se fusionner à celle de la nature. Donc ce moment-là, en fait, j'observais et au frénois, du coup, j'insuffle une sorte d'âme dans la matière. Donc Alors, vous êtes né bien après la révolution islamique de 1979. Vous êtes arrivé en France en 2014. Ça fait 12 ans maintenant. Comment vivez-vous ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays natal? Il y a donc eu une répression terrible, féroce, des milliers de morts, voire des dizaines de milliers de morts. On ne sait pas. Comment vivez-vous ces événements? C'est une souffrance en continu. À la fois, parfois, on se culpabilise aussi que pourquoi on n'est pas là, on n'est pas là-bas pour se battre aussi. À la fois, donc, on n'a pas d'autre choix, on est en exil et que on vit cette séparation et qu'on attend, en fait, il y a un mouvement. Et que je pense que la seule chose qui pourrait sauver, c'est de tenir la main l'humain et se rappeler qu'en fait, l'humain a ses droits de vivre la liberté. Et on attend ce moment de libération. Naber Abdelmasseh, juste une petite question pour vous. Il y a eu tout ce qu'on a appelé les printemps arabes. Il y a eu beaucoup de printemps en Iran, le printemps vert, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Quel est votre regard, vous, le cinéaste, sur les événements en cours dans ce pays? Je le disais, un pays cinéphile qui aime beaucoup le cinéma. Comment est-ce que vous voyez les choses? Il y a encore cette menace de guerre qui colle à cette région, après l'Irak, la Syrie, la Libye également. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que...
Ouais, je suis très... Oui, bien sûr, depuis Gaza, de toute façon, je suis... voilà, ce qui se passe dans le monde arabe nous concerne. Moi, je le regarde depuis la France et depuis ici, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe là-bas et puis il y a comment ça se répercute ici, y compris dans nos relations à nous, français d'origine arabe, dans la décomplexation, je sais pas comment on le dit, mais d'un racisme, de propos. Donc oui, je trouve que ça réveille, en tout cas, ça met à jour qu'il n'y a pas une égalité, en tout cas, qu'il y a encore des rapports coloniaux qui existent en 2025 entre le Moyen-Orient, le monde arabe et l'Occident, quoi. Et je trouve que c'est important de trouver une place là-dedans, tu vois. Et moi, j'ai la double culture, je suis arabe et français, tu vois, et j'essaye vraiment à travers ce film, à travers mon travail, de trouver un équilibre entre les deux. Tu vois. De tisser des liens, justement, les liens culturels. Et la Fatoumi, vous, à travers la danse, vous les interrogez, vous les explorez, vous les montrez depuis des années maintenant. Alors, c'est une invitation à vibrer au rythme de la danse qui vous a été proposée au musée du Quai Branly. Et vous n'alliez évidemment pas dire non pour notre plus grand plaisir. Alors, sur scène, des danseuses, des danseurs venus du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, du Burkina Faso, de France, qui font corps ensemble avec un rythme assez fabuleux. On va regarder d'abord un extrait de votre spectacle Akzak. C'est parti. Akzak et la Fatoumi, c'est combatif? C'est vibratoire, c'est une jubilation par le partage du rythme, d'un rythme commun qui est en même temps un rythme qui a été composé par les danseurs et qui s'accumulant à créer une partition complexe qu'ils jouent eux-mêmes sur scène en dialogue avec le percussionniste. Et en fait, ça a été une création extrêmement jouissive. Pourquoi Akzak? Alors, Akzak, c'est un terme musical, c'est un terme qui veut dire la combinaison du binaire et du ternaire. Et donc, on a beaucoup travaillé sur des rythmes à 7 temps. C'est quelque chose qui est irrégulier et qui crée une espèce de swing, de groove. Et on avait envie que les danseurs on ne reprenne pas comme ils viennent de toutes ces provenances, donc des pays des Sud avec lesquels on a beaucoup, on affectionne beaucoup de travailler et qui sont venus se retrouver parce qu'ils ne se connaissaient pas au démarrage de la création. Eh bien, en fait, on s'est dit, on va prendre ce terme de Akzak parce que c'est un terme turc. Et donc, il n'y aura pas de jaloux, ni de jalouse. Voilà, on n'allait pas prendre un rythme du Burkina ou de Tunisie ou d'Égypte. Vous avez mis tout le monde d'accord. Voilà, et donc c'était quelque chose qui allait rassembler. Et c'était un des enjeux. C'était un des enjeux. La poétique des ailleurs. La poétique des ailleurs, c'est en référence aussi à un grand penseur qui est Édouard Glissant pour nous, qui est ce chantre de la créolisation, du fait qu'on est dans une mondialité heureuse, lumineuse, et que c'est possible. Donc c'est une forme d'utopie, nos spectacles, toujours, mais une utopie en acte, et là en rythme pour Akzak. Édouard Glissant qui vous inspire. Alors il y a aussi Too Moon. Vous approfondissez là aussi, peut-être même encore plus, dans votre danse, cette communauté reliée, cette idée-là, avec toutes ces énergies collectives et ces identités métissées, toujours affirmées. Regardez, il y a de la musique. Too Moon, comment est né ce projet?
par rapport à Toutoun, l'autre. en fait, c'est non pas une continuité en termes de contenu, mais le soubassement, c'est quand même toujours cette idée que ces artistes qui sont venus de tous ces pays pour faire Akzak avec nous, en fait, on s'est dit on va continuer, on va aller encore plus loin. Et on a travaillé donc autour de la pensée et de certaines phrases. On avait envie de faire connaître cette pensée qui est donc cette utopie dans un monde où il n'y a que des clivages finalement entre les cultures, mais de mettre à l'honneur ce poète en fait qui est Édouard Glissant, martiniquais, et on a travaillé autour des langues. Des langues natales de tous ces danseurs. Et là, ils ont chacun composé des rythmes à partir de la musicalité de leur langue. Et donc, c'était se connaître encore plus, encore mieux, et de conjuguer en même temps le mouvement, le travail des images, qui rappelle beaucoup la luxuriance de la Martinique, qui est donc l'île d'Édouard Glissant, et puis le jazz, parce que cette musique est la musique de la créolisation. Oui. Et donc, c'était important pour nous d'avoir cette partition musicale. La Tunisie, vous y avez créé aussi. Vous êtes inspiré des deux côtés de la Méditerranée. Un mot sur la Tunisie. La Tunisie, c'est mon pays natal. Donc c'est le pays avec lequel j'ai encore plus de connexion. Et ces spectacles ont tourné dans tous ces pays. Ça, c'est aussi très important pour nous de créer des œuvres qui peuvent aussi voyager et ne restent pas qu'en Europe. Et avec Éric Lamoureux, donc après la Normandie, c'est ça. Donc cette fois, c'est plutôt l'est de la France. Absolument. Je me disais, je vous ai jamais posé la question, vous êtes déjà venu. On est loin de Paris. C'est bien aussi parfois que tout ne se passe pas dans la capitale française. Là, ce qu'on appelle la fameuse décentralisation. Elle opère, non, mais c'est vrai que c'est la richesse de la France d'avoir autant d'institutions. En fait, d'être comme ça dans un territoire, en plus qu'on a choisi, la Franche-Comté, c'est un territoire de frontières. La Suisse, l'Allemagne, l'Alsace même. Et donc, c'est très intéressant de travailler sur... ouvrir sans cesse les imaginaires et donc ouvrir les frontières. Et puisqu'on parle des régions, je n'ai pas fait exprès pour le dire, mais je rappelle que MOE est regardé en Corse, sur France 3 Corse, via Stella. On salue celles et ceux qui nous regardent sur l'île de Beauté. On va maintenant passer, chers invités, à vos coups de cœur culturels. C'est notre séquence Atmosphère. Et on va commencer avec Namir Abdelmesseh. Vous avez choisi un film, Le Sud de Victor Héris, qui est sorti au cinéma le 9 janvier dernier en France. Il y a un trait d'union évidemment avec votre film. Ça fait écho puisqu'il s'agit cette fois d'un père aussi dans l'histoire. Racontez-nous. Je ne l'ai pas encore revu puisque je l'ai vu il y a 10 ans ou 15 ans quand il était sorti ce film. Il m'avait ébloui et j'ai vu qu'il ressortait au cinéma. Donc je me suis dit il faut absolument que j'aille le revoir. Et Victor Héris c'est un cinéaste qui fait un film... je crois qu'il fait un film tous les 10 ou 15 ans, tu vois, donc si on ne mesure pas... Vous, il a pris 8 ans, c'est un point commun. Un peu plus, Mais voilà, et son précédent film, c'était L'Esprit de la ruche, c'était pareil, c'était aussi une histoire à hauteur d'enfant, là c'est à hauteur de cette fille, et je me souviens vraiment, j'ai des souvenirs incroyables de ce film, de tout ce qui ne se dit pas à travers les mots, des silences, des paysages. Film de 1983 du cinéaste espagnol. Donc il filme un père et ses hors-champs. Et c'est tourné dans l'Espagne à peine libérée du franquisme aussi, c'est ça. Ça vous en souvenez, même si vous l'avez vu il y a longtemps. Voilà, en tout cas, un film à revoir et qui ressort. Yosra Mojtadei, une exposition de Magdalena Abakanovic. Ça s'appelle La trame de l'existence. C'est au musée Bourdelle jusqu'au 12 avril. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition? En fait, c'est une artiste que j'admire énormément. J'ai eu la chance de découvrir son travail à la Villa d'Atrice, à l'Île-sur-la-Sorgue. En fait, c'est une femme artiste engagée à l'origine polonaise. À l'époque, du coup, était interdite pour elle de créer ses sculptures par les communistes. Donc, l'effet de créer par les matières végétales et créer la sculpture un peu en cachette, du coup, c'est un acte de résistance et qu'aujourd'hui, je trouve qu'encore ces démarches, ça résonne avec celles de Mian et beaucoup de femmes dans le monde. Et la Fatoumé, vous avez choisi du cinéma Sirat d'Olivier Lax. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film qui nous emmène au cœur des montagnes du sud du Maroc? Le rapport à ces paysages extraordinaires que sont donc le fameux Sahara qui a tant fait rêver. Et donc là, le film, lui, va à l'inverse, c'est-à-dire il montre la beauté du désert, du Sahara, que je connais pour être allée en Mauritanie, avoir traversé. Donc il y a des choses qui m'ont vraiment rappelé un voyage qu'on a fait il y a quelques années quand le Sahara était
plus safe, on va dire. Et puis surtout, c'est une épopée hallucinante, hypnotisante. Alors c'est Louis, c'est un compagnon Oliver qui recherche sa fille qui a disparu. Et cette épopée, alors ça part de la musique, de la techno, donc de ce que les jeunes, cette vibration, cette façon d'être en boucle avec le son, comme une quête existentielle. Et donc c'est la rencontre entre la quête intérieure et une quête beaucoup plus mystique. Et donc le film est extrêmement puissant et je l'ai vu il y a quelques jours et donc ça m'a tellement impacté, je me suis dit ah oui, je me suis dit bon, je vais en parler. Vous avez vu Ella Fatoumi quand elle a envie à chaque fois de danser, hein. elle est tout le temps en mouvement, tout le temps en vague. Merci beaucoup Ella Fatoumi, merci Yosra Mojtadei et merci à vous Namir Abdelmessed d'être revenu sur notre plateau. Merci à vous d'être fidèle à MOE. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus et à la semaine prochaine comme d'habitude avec grand plaisir sur TV5 Monde.